Au soir du dimanche 5 février 2006, Michel Pléhy se rend de Saint-Pierre-les-Nemours au Grand Ceriseau, un village rural situé sur la commune de Souppes-sur-Loing, en Seine-et-Marne. Cet homme de 54 ans va voir Stéphane Croulière, dont l'ex-femme lui doit 600 €. On ne le reverra plus. J'attendais son appel en fait. Puis après, j'ai essayé de le rappeler à plusieurs reprises, il était sur messagerie. C'est de là que j'ai appelé son frère Gérard, qui m'a dit qu'il était toujours pas là. Et vu que j'ai eu un peu de souci avec ma voiture, dès que tout était régularisé, j'étais à la police à Nemours et c'est là que j'ai signalé la disparition inquiétante de mon beau-père. Une première visite des policiers au domicile des Croulières ne donne rien. Personne n'a vu Pléhy. 48 heures plus tard, les parents de Stéphane Croulière, Liliane et Michel, sont placés en garde à vue. Ils finissent par reconnaître, à demi-mot, que Stéphane a tué Pléhy. Le lendemain, le corps de la victime, horriblement mutilé à coups de machette, est retrouvé au fond d'un puisard, dans le jardin, derrière le petit pavillon familial. Stéphane Croulière est mis en examen et incarcéré. L'instruction révèle un fait troublant. Au moment du crime, 9 autres personnes étaient présentes sur les lieux. Les parents de Stéphane, sa femme, ses cousins, un ami et 3 enfants. Un crime en famille, en quelque sorte. Le procès s'ouvre le 24 mars 2009, un peu plus de 3 ans après les faits, devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, siégeant à Melun. Marie-Laure Lanuc est la jeune femme qui a prévenu les policiers. Elle s'est constituée partie civile avec son avocat, maître Christian Camoin. Marie-Laure était la belle-fille de Michel Pléhy. Elle l'aimait comme s'il avait été son propre père. Autre partie civile, les fils de Michel Pléhy, Arnaud et Cédric. Gérard Pléhy, l'un des frères de Michel, est également partie civile. Les dernières parties civiles n'assisteront pas à l'audience. Ce sont les 2 filles de Stéphane Croulière, âgées aujourd'hui de 9 et 13 ans. À l'intérieur de la cour d'assises, avant l'ouverture de l'audience, l'ambiance est tendue. Les relations entre les protagonistes sont compliquées et parfois conflictuelles. Plusieurs des 24 témoins convoqués ont menti durant l'enquête. Qu'est-ce qui a donné la mort? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ce sont les coups de machette ou les coups de couteau? Voilà. Est-ce qu'il a eu 16 coups de couteau avant de recevoir des coups de machette ou avant de recevoir tous les coups de machette? Stéphane Croulière a aujourd'hui 33 ans. Détenu depuis 3 ans, il est défendu par un pénaliste parisien, maître Pascal Vinter. À ses côtés, comparaît libre son ex-femme, Béatrice Rabillon, 32 ans. Elle est poursuivie pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles dont auraient été victimes ses filles mineures. Elle est défendue par maître Arnaud Dubois. L'accusation sera soutenue par une jeune avocate générale, Marie-Pierre Coquel, du parquet de Fontainebleau. Les débats, prévus sur 4 jours, seront dirigés par la présidente Jeannine Drey. En cette première journée, la Cour va s'efforcer de reconstituer le déroulement précis du crime. À l'époque des faits, Michel Pléhy vit seul, même s'il fréquente assidûment, en amie, précise-t-elle, Béatrice Rabillon, divorcée depuis plusieurs années. En ce début de février 2006, la tension entre eux est vive. Le samedi 4, depuis son tout nouvel appartement de Saint-Pierre-les-Nemours, Michel a réclamé par téléphone à Béatrice les 600 € qu'il lui a prêtés pour payer son loyer. La jeune femme a refusé, lui enjoignant de voir ça avec Stéphane, son ancien mari. Le lendemain soir, Pléhy réussit à joindre Stéphane Croulière, qui lui propose de passer boire un café au Grand Ceriseau, chez ses parents. Pléhy accepte, mais sur la route, vers 21h30, il prend la précaution d'appeler sa belle-fille, Marie-Laure. Quand il m'a contacté, en fait, il m'expliquait les appels qu'il a vus avec Madame Rabillon, qui a refusé catégoriquement de lui rendre ses 600 €. Et de là, Béatrice lui a dit qu'elle allait contacter Croulière pour qu'il s'occupe d'elle. Donc mon beau-père a pris les devants, il a contacté Croulière. Donc je peux pas vous dire comment il a eu le numéro, je sais pas. Et puis de là, il lui a dit je suis au courant de rien, viens boire un café à la maison en fait. Et puis lui, il a été. Et il m'a dit que si j'avais pas de nouvelles de lui, c'est qu'il lui serait arrivé quelque chose.
Pléhy arrive au Ceriseau un peu après 21h45. On le sait car à 21h55, Croulière envoie un SMS écrivant « Il est là ». Pléhy s'assoit dans le salon, sur une chaise, devant la table. Face à lui, assis sur le canapé à moins de 2 mètres, Stéphane Croulière. À sa gauche, un ami du jeune homme. Derrière lui, Virginie, la femme de Stéphane, avec son bébé dans les bras. Les parents et leurs 2 petites filles sont dans la chambre contiguë, les cousins dans une autre pièce. Là, bon, c'est le volcan, quoi. Il y a un moment, il dit, là, il y a une... Ce qui va se transformer en haine meurtrière. Enfin, lui ne conteste pas qu'il y a un moment, effectivement, le gars en face de lui, il peut plus parler. Enfin, il faut plus qu'il parle, quoi. À un moment donné, j'ai entendu crier, j'ai entendu du coup. J'ai pas entendu au secours, j'ai entendu crier et tout. Et c'est là que je me suis levée, j'ai... Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire, Cécile? J'ai entendu la femme à Stéphane crier au secours, donc je suis sorti vite fait des toilettes et puis bon, je suis intervenu pour désarmer pour essayer de calmer la sauce, mais bon, donc j'ai attrapé mon cousin et puis c'est ma tante qui l'a désarmé, quoi. Et heureusement qu'il y a eu mon cousin qui a pu, comme il vous a dit au tribunal, le retenir par les épaules et que j'ai pu retirer cette fameuse machette. Madame Croulière sort précipitamment dans le jardin, par la porte-fenêtre, et va cacher la machette dans une voiture. Puis après, quand je suis revenue, il y avait comme mon fils vous a reconnu, il y avait les coups de couteau. Donc j'ai tenu le coup, 16 coups de couteau dans le dos. Même si on tape très vite, ça fait long. 4 dans la tête, dans la nuque, la région occipitale. Dans le bras. Qu'est-ce que ça peut donner comme dans le degré de la souffrance, ça? Comme il avait pété les plombs. Je sais plus qu'est-ce que j'ai pu. J'ai pu rien faire. C'est dommage. C'est dommage. À ce moment, Croulière, au comble de la fureur, menace de tuer quiconque appellera les secours ou le dénoncera. Comme il nous avait pris tous les portables, il nous a rendu les portables et il nous a encore menacés en nous disant vous pouvez prendre la route, mais si jamais vous appelez quoi que ce soit, je vous retrouverai. Et, voilà, quoi. J'ai encore les menaces à mon fils aujourd'hui, là. Comme si c'était aujourd'hui. Il était devenu vraiment... vraiment fou. Croulière contraint son père, en lui cassant 2 dents, à aller cacher la voiture de Pléhy dans un hameau voisin et sa femme à nettoyer les traces de sang dans le salon. Plus tard dans la nuit, père et fils brûlent les vêtements de Pléhy. Puis ils descendent le corps au fond du puisard, l'enfouissant sous une couche de parpaing, de briques et de vieilles tôles, avant de remettre en place le lourd couvercle de fonte. Que peut produire l'effet de quelqu'un, un homme qui est devant soi, ou à genoux, avec un bras pendant, parce qu'il est coupé par la machette, sanglant, quoi. Il y a le sang qui pisse, il doit hurler, il doit... Et il est insensible, il n'arrête pas son geste. C'est ça qui me perturbe beaucoup, quoi. C'est l'agonie. Et à ce moment-là, il n'a pas pu penser que cet homme-là, ça pouvait être son frère, un membre de sa famille, quelque chose, quoi. Comment a-t-il pu se couper à ce point-là de l'humanité, Stéphane Croulière? Stéphane Croulière a eu, ou croit avoir eu, une excellente raison d'agir. Il affirme qu'il a tué Michel Pléhy quand il a su que celui-ci agressait sexuellement ses filles depuis plusieurs années. C'est le premier rebondissement du procès. Je sais pas, si moi on touchait à mes enfants, je ferais pas pareil. Je sais pas. Maintenant, voilà, quoi. Chacun réagit différemment. Peut-être que vous, si vous avez des enfants, peut-être que vous direz, bon, on va laisser faire la justice, ou peut-être que... Pareil, si le gars qui a fait ça, il vient vous voir chez vous, ou quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez une réponse à ça? Moi, j'en ai pas. À la barre, les protagonistes ont raconté cette nuit cauchemardesque avec réticence et imprécision, donnant le sentiment de ne révéler qu'une petite partie de leurs souvenirs. Chacun semble avoir eu une bonne raison de n'avoir rien vu ou entendu, alors que la maison est petite, les pièces exiguës
et les cloisons fort minces. Paradoxalement, Stéphane Croulière raconte les faits calmement et précisément. Il apparaît ainsi comme le seul à assumer l'intégralité de cette nuit. Nous avons le sentiment que d'abord M. Croulière est écouté, parce qu'il est quand même apparu comme quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités, qui assume ce qu'il a fait tout en le regrettant. Donc je pense que la Cour a comme nettement le sentiment que c'est quelqu'un d'honnête, je dirais. Après on peut discuter sur son geste, mais qui apparaît comme quelqu'un d'honnête et qui, s'il a effectivement un moment de rage, l'a fait avec des vraies raisons. Maintenant, il peut avoir eu la croyance de ces faits et ça lui donne un mobile, il n'y a pas de difficulté. Est-ce que c'était la vérité? Je ne sais pas. Et ça lui suffit d'avoir eu cette croyance pour avoir son mobile. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'il a un mobile. Heureusement, sinon c'est un monstre. La nature du mobile ne peut pas laisser insensibles les jurés. Stéphane Croulière ne peut plus être réduit à la seule dimension sanglante du crime qui lui est reproché. Un crime qu'il assume avec assurance, mais sans arrogance. Les proches de Michel Pléhy sont inquiets. La défense de Stéphane Croulière a réussi à retourner la problématique de l'audience. La question n'est plus tant la culpabilité de l'accusé que celle alléguée de la victime, même si celle-ci ne peut plus se défendre. Au procès Croulière risque de se substituer le procès Pléhy. Moi, j'attends un témoignage de votre vécu avec votre père, etc. Et puis du vécu de sa mort. D'accord ? Je veux pas que vous vous lanciez dans des théories. On n'est pas là pour ça, quoi. D'accord. Est-ce que je peux exprimer le sentiment que... parce que ça, c'est au fond de moi, et oui. J'aurais bien envie de le faire ressortir, et quand même d'exprimer le sentiment qu'il a peut-être tué un innocent, quand même. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, quoi. Non, enfin, moi, c'est réellement ce que je pense. Oui, quoi. mais vous pouvez. Ça, il n'y a pas de difficulté. Bien sûr que vous pouvez. Que pour vous, votre père n'a pas pu faire ça, etc. Oui, ça, il y a... Oui, il faut qu'il l'entende, ça. Vous vous sentez capable d'expliquer à la cour, de raconter? Non, bah parler, oui, je suis prête. Il n'y aura pas de mal. Bon, c'est le principal. Hein? C'est juste que je suis un peu déstabilisée. Ouais, mais c'est normal, hein, c'est là, je sais pas, tout à l'heure je contrôlais pas mon corps, je tombais partout. Ouais, je vois, ça se voit. Je suis pas du tout. La Cour va consacrer cette matinée à examiner la vie et la personnalité de Michel Pléhy, dont 3 des compagnes successives vont se relayer à la barre. Les jurés attendent avec impatience que soit dressé le portrait de cet homme dont ils ne savent encore rien. La vie de Michel Pléhy est émaillée de quelques succès et de beaucoup d'échecs. Il aura connu la vie bourgeoise d'un directeur d'agence d'intérim, puis celle d'un érémiste, vivant dans une caravane délabrée. Moi, j'étais son ex-épouse il y a quelques années en arrière, bien sûr. J'ai vécu quelques années aussi avec lui. C'était un homme généreux, courageux, travailleur. J'ai jamais connu moi au chômage, qui aidait toujours tout le monde. Il aurait donné sa chemise pour aider le premier passant dans la rue. Et c'est vrai que c'était quelqu'un vraiment de très bien. Et puis il a connu des périodes de chômage dans le milieu des années 80. Et là, ça a été au fur et à mesure la dégringolade. Il avait acquis un pavillon en Seine-et-Marne. Ça a été vendu suite au divorce, aux séparations, etc. Et puis finalement, on a une dégringolade socialement. Des périodes de chômage, des difficultés financières pour arriver effectivement à une solitude. Donc il a enchaîné les compagnes. Il est resté longtemps avec Madame Lanuc, plusieurs années. Michel Pléhy vivra une dizaine d'années avec Madame Lanuc et ses 3 filles. Le couple traversera des périodes de disputes et d'alcoolisation avant de se séparer définitivement début 2003. C'est devenu quelqu'un qui m'était proche dans le sens complicité, comme un père en fait avec sa fille tout simplement. C'était quelqu'un qui était toujours présent dès que j'avais besoin, dans le sens pour me soutenir, tout simplement comme mon père. Mon père, je pense qu'il a été notamment victime de sa gentillesse, étant donné que c'était un homme qui avait le cœur sur la main, qui s'est occupé très bien de ses enfants, et en plus des enfants des autres.
Il a considéré les enfants des autres, et notamment des femmes avec lesquelles il a pu vivre, comme les siens. Et à aucun moment, il n'aurait pu faire de mal à des enfants. Tel n'est pas l'avis d'Aurélie Lanuc, l'une des sœurs de Marie-Laure. Début 2003, c'est elle qui dénonce les agissements de Pléy, déclenchant la rupture entre sa mère et son beau-père et le dépôt d'une plainte qui n'aboutira à rien. À les 11-12 ans, il a commencé à me toucher. Et pendant des années, j'ai rien dit. J'ai eu un tort d'ailleurs. Et quelques années après, il m'a violée. Une fois, c'est arrivé. Jusqu'au jour où j'en ai parlé à ma mère et après, il a disparu, on l'a jamais revu. On a été au commissariat. On a porté plainte et malheureusement, c'était sans suite et c'est pas normal. Il est en liberté pendant des années. Qu'est-ce qu'il vous disait à propos de ces accusations de votre sœur? Bah lui, il avait du mal à y croire, sachant tout ce qu'il a fait pour elle. Moi, il m'a confirmé qu'il a jamais rien fait à ma sœur. Ma sœur elle refuse d'admettre que c'est un pédophile, ma grande sœur. Parce qu'elle me dit qu'elle n'a pas été victime, parce qu'en fait, dans le temps, elle m'avait dit qu'elle a été touchée, sans entrer trop dans le détail. Et dès que j'ai voulu en parler à ma mère, elle s'est tout de suite renfermée sur elle-même, elle voulait pas qu'on en parle. Donc tout de suite, elle m'a dit que j'étais une menteuse, c'était pas vrai. Et quelques années après, on en a reparlé, et elle m'a dit non, il m'a jamais touchée, je t'ai jamais dit ça. En gros, j'ai mal compris. Après cet épisode, dont il sort blanchi faute de preuves, Michel Pléy retourne vivre seul dans son pavillon de Darvaux, près de Nemours. Assez rapidement, il fréquente Béatrice Rabillon, qui sort alors pourtant avec un gérant de camping. Le week-end, Pléy héberge chez lui à Darvaux Béatrice et ses 3 enfants, les 2 filles de Stéphane Croulière et sa fille aînée, issue d'une union précédente. Entre Béatrice et Marie-Laure, le climat est électrique. Je la voyais, elle, déjà tous les week-ends. Pour moi, elle n'avait rien à faire là-bas parce que j'avais plus la complicité que j'avais justement avec mon beau-père. Puis pour moi, ça se voyait qu'elle profitait de lui. Je l'avais prévenu et vu qu'il avait des sentiments pour elle, et il m'a pas écouté. Mon frère, c'est lui qui faisait tout à la maison. C'est lui qui s'occupait du linge, mettre à laver le linge, c'est lui qui faisait la cuisine, c'est lui qui s'occupait des gamines une fois, c'est lui qui faisait le couvert, c'est lui qui faisait la vaisselle, c'est lui qui faisait tout, les courses et tout. Elle faisait rien. Il y avait des trucs qui étaient quand même bizarres. Elle me demandait souvent de l'argent. Qui lui payait ses loyers, son manger, tout ça. Il participait à ses frais, en fait. Donc je pense que d'un côté, Michel Pléy, effectivement, il avait des sentiments pour cette femme et qu'elle en a quand même plus ou moins profité pour effectivement avoir une certaine sécurité financière parce qu'elle l'a quand même emmenée en Bretagne avec elle, etc. Mais je pense que les relations étaient parfaitement platoniques, par contre. À l'été 2004, Béatrice Rabillon part en Bretagne avec ses filles, vivre dans un tout petit appartement HLM où la rejoint Pléy, expulsée de son pavillon de Darvaux. Cette fois, c'est la fille aînée qui se plaint des agressions de Pléy à l'institut médico-éducatif où elle a été placée. À Pâques 2005, alors qu'une enquête de gendarmerie est ouverte, Rabillon et Pléy quittent précipitamment la Bretagne pour regagner la Seine-et-Marne. Là, malgré l'enquête en cours, ils continuent à se voir tous les deux avec les filles. Madame Rabillon a monnayé ses charmes qu'elle ne voulait pas donner à Michel Pléy. Donc elle lui a fait tirer la langue, dans l'espérance qu'un jour ils seraient ensemble, qu'ils formeraient un couple. Je pense qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec elle. Et Michel, n'ayant pas la mère, a peut-être eu un goût pour les petites. À son retour de Bretagne, Béatrice s'installe avec ses enfants chez un proche. Michel Pléy emménage, faute de moyens, en caravane. Béatrice vient régulièrement le voir. La nuit, dans la caravane, elle dort avec sa plus jeune fille, Pléy, aux côtés de la sœur. La justice avait les moyens, au moins deux fois, d'interpeller Pléy et de lui demander des comptes. Or, à 2 reprises, la justice, pour des raisons que j'espère nous allons aborder au procès, ne l'a pas fait.
Il y a quand même, je l'ai dit rapidement, en 2003, comme une procédure qui est menée, qui est classée sans suite, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on est dans du viol sur mineur. Et il faut quand même savoir qu'en 2005, de nouveau, quand là, les services judiciaires sont alertés dans le dossier par Vannes, on ouvre un dossier contre X pour viol sur mineur. Donc on est dans un dossier grave. Or, vous avez un document des services de police et des services sociaux qui disent, en gros, on n'a pas le temps, quoi. Donc pendant 4 mois, entre septembre 2005 jusqu'à février 2006, pendant 6 mois, il y a les moyens d'aller interroger, d'aller vérifier ce qui se passe. Il y a des alertes qui ont lieu. Or, il ne se passe rien. Moi, pour que je me fasse aux services sociaux, que je leur dis, mais moi, je vous dis merde, vous faites pas le nécessaire pour les petites filles. Et qu'on m'a dit, monsieur Croulière, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Expliquez-moi. C'est sincère, il y a l'émotion, tout ça. À la fin, vous êtes un peu mal exprimé. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous vouliez prendre ton héritage? C'est-à-dire qu'elle aurait aimé que Michel dépense moins, c'est ça? Pour qu'elle en profite davantage? Oui, parce que pour moi, elle comment dire, vu qu'elle lui faisait déjà assez des reproches sur sa façon de dépenser l'argent. Oui, c'est-à-dire qu'indirectement, elle comptait continuer d'en profiter, quoi, comme elle avait fait tout le temps. Hein. Oui. Voilà. Je me suis je pense qu'elle est mal exprimée, mais je pense que les jurés ont bien compris ce que vous vouliez dire. Hein. Les jurés sont abasourdis du comportement de Béatrice Rabillon et de son incapacité à s'expliquer autrement que par de longs silences ou par des propos incohérents et contradictoires. Elle apparaît froide, lisse et totalement indifférente à autre chose qu'à ses propres intérêts. Les gens pensent que vous êtes un bloc. Les gens vous ont vu là tout le temps monolithique comme un bloc. Et là, vous réservez vos émotions pour l'extérieur. Ceux qui vont vous juger sont à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alors c'est de la pudeur sans doute. C'est le côté de mon mais réservation. pour tous les gens qui sont en face, vous êtes insensibles. Voilà, comme ça passe par une oreille, ça rentre par l'autre, on a l'impression que... Eh ben oui, je sais bien. Et moi, je suis pas sur ce que vous êtes vous, je suis sur ce que les gens ressentent de vous et pensent de vous là. Cette fois, la Cour et les jurés vont s'intéresser à la vie de Béatrice Rabillon. Pour l'expert psychiatre, elle est anxieuse, susceptible et travestit la réalité dans un seul but utilitaire. Elle représente pour ses enfants un danger social. La jeune femme a connu une jeunesse difficile entre la mort de son père et l'alcoolisme chronique et la violence de sa mère. À 16 ans, elle quitte Nemours pour Paris, où elle rencontre un jeune homme, frustre et alcoolique, qui l'abandonne enceinte. À 17 ans, elle revient à Nemours et accouche de sa fille aînée. Elle a reproduit, Béatrice Rabillon, sur ses enfants, ce qu'avait fait sa mère sur elle. Hein. Il n'y avait pas le martinet, certes, il n'y avait pas les violences, mais il y avait le désintérêt, quoi. Hein. La désaffection totale pour ses enfants. Sa personnalité, son enfance peuvent permettre d'expliquer une personne qui a pris l'habitude de plier devant la domination masculine, devant l'état de choses dont elle se sent incapable d'assumer la gestion. Béatrice Rabillon vit avec Stéphane Croulière de 1996 à 2001. À cette époque, juste après la naissance de sa deuxième fille, Croulière apprend que Béatrice le trompe et il rompt brutalement. Par la suite, Béatrice entretiendra une liaison avec un homme marié, puis avec son compagnon actuel, Christian Verpy. Elle n'a jamais travaillé et se présente à la cour comme allocataire sociale. Elle utilise sa vie familiale pour se sauver de la misère de sa propre vie familiale. Et à chaque fois, elle retombe dans une misère en ce qui concerne cette vie familiale qu'elle essaye de construire. Et ce sera un peu plus flagrant quand elle va partir en Bretagne pour essayer d'échapper à quelque chose qui ne lui convenait pas, et elle va tomber dans quelque chose qui est encore pire. Chaque fois qu'elle essaye de reconstruire ailleurs quelque chose de raté, elle monte une marche dans la gravité des choses qu'elle doit subir. La Cour tente ensuite de comprendre la vraie nature de la relation de Béatrice avec Michel Pléhy. Là encore, la jeune femme livre des explications baroques. En Bretagne, elle se sentait seule et puis Pléhy avait une voiture. En Seine-et-Marne, elle continuait à le voir car il l'aidait financièrement. Elle dit aussi qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait des soupçons. Une fois, elle a directement parlé à Pléhy des accusations des filles.
il a nié en pleurant et elle ne savait plus qui croire. Elle n'a pas jamais vu, jamais, elle n'a jamais vu à un moment ou à un autre le rapprochement entre malheureusement les filles et M. Pley. Elle a trop rien dit parce que, comme il y avait l'histoire de, vous avez entendu, l'histoire de l'argent. Donc là, il pensait que, vu que Michel, comme il avait payé tout ça et tout, qu'elle se taisait à cause de ça. Elle sait qu'elle est une mère qui a été défaillante. Elle sait qu'elle n'est pas une mère qui a été abusive ou complice d'un abus, mais défaillante. Donc on n'a pas de supposé par rapport à ça. Elle sait qu'elle a eu des soupçons, elle l'a déjà dit dans le cadre de l'instruction. Je pense qu'on a tous été déçus du fait qu'elle nous a pas expliqué ce qui s'était passé. Elle a pu évoquer des éléments de son enfance qui n'ont pas nécessairement accouché d'une vraie explication. Je pense qu'elle ne peut inspirer que de la perplexité, cette dame. Et là encore, une grande inquiétude sur l'avenir. À la barre, face aux questions insistantes de la présidente, Béatrice Rabillon s'en mêle sans cesse dans des justifications naïves, souvent irrationnelles. Les jurés n'en retiennent qu'une chose, elle savait et n'a rien fait. On se retrouve face à des hommes plaïs qui contestent pied à pied toutes les accusations des filles en face d'elle. Et les hommes qui l'encadrent, son compagnon du moment, son prochain compagnon, qui l'encadrent pas pour aller au commissariat de police en disant ceci est grave. Les uns les autres font avec elle, pas bloc commun, mais la cause du silence. Madame Rabillon, elle est pendant des années, je veux dire, on l'a dit, vous l'avez entendu, 2004, 2005, jusqu'à une semaine avant les faits, ont été abusés sexuellement pendant 2 années, que ce soit en Bretagne, dans une caravane où ils étaient tous ensemble, que ce soit encore quelques jours avant, et probablement peut-être pour quelques billets de quelques dizaines d'euros. En 2 journées d'audience, la situation des accusés s'est radicalement inversée. Auteur d'un crime particulièrement violent, Stéphane Croulière assume et s'explique clairement. Béatrice Rabillon, au contraire, apparaît fuyante et irraisonnée. Autant les jurés peuvent s'identifier au premier, autant ils se refusent à endosser le rôle de la seconde. Jusqu'à cette 3e journée d'audience, la fille aînée de Béatrice Rabillon et les 2 fillettes qu'elle a eues avec Stéphane Croulière ont été au centre du débat sans jamais y apparaître physiquement. Compte tenu de leur âge et du contexte du procès, la Cour se refuse à les faire comparaître. Mais devant l'insistance de la défense de Croulière, la présidente accepte un compromis. Le film de l'audition des 3 petites filles devant les policiers de la brigade des mineurs de Melun, réalisé après la mort de Michel Pley, va être visionné par la cour d'assises en audience publique. On ne peut pas s'y opposer, sauf pour passer vraiment. Donc on va s'accrocher. Bien sûr. Mais après, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, je veux dire encore, et puis encore une fois, on n'est pas là pour faire une procès volontaire. Ouais. Et puis bon, le trou est passé par là encore. Donc voilà, ça va pas être le meilleur des moments. Hein. Pour le visionnage du film, la cour d'assises se déplace dans une salle équipée de matériel vidéo. En regardant le film, plusieurs jurés se mettent à pleurer. Le témoignage des 3 fillettes, avec leurs mots d'enfant, est détaillé, précis, implacable. La parole qui est la parole la plus forte, puisqu'elle nous dit qu'elle a été victime de viol, n'a pas été expertisée. Nous ne savons pas si véritablement, physiquement, cette petite fille a fait l'objet de ce qu'elle dénonce. Et j'espère, je souhaite profondément pour elle que ça ne soit pas le cas. Mais je suis persuadé que les enfants de Béatrice ne sont pas des menteuses. S'ils l'ont dit, c'est qu'ils l'ont fait. C'est qu'il l'a fait, ça c'est clair. Et quand on écoute la petite qui nous dit « si j'avais su, j'aurais rien dit à papa », est-ce que maintenant je regrette que mon papa soit en prison? Quand vous pensez que c'est la petite qui souffle le plus, je la plains.
tout mon cœur. Elle doit être en train de pleurer, elle doit pas manger, elle doit pas dormir. Pauvre petite mère. Et nous, on peut rien faire. Oh, si je pouvais aller la chercher tout de suite, j'irais. Mes petits-enfants, mes enfants, tout le monde souffre en fin de compte. Pour Stéphane Croulière, le récit des fillettes a été très éprouvant, même s'il renforce son mobile, sans pouvoir effacer l'horreur de son crime. Les proches de Michel Pléhy se refusent toujours à voir en lui un pédophile. Même doute pour l'avocate, désignée par la cour d'assises pour représenter les intérêts des fillettes. Je ne sais pas le traumatisme lié aux faits sexuels. Par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a un traumatisme lié à la non-dénonciation et qu'il y a un traumatisme lié à la réaction du père, à la violence du père aussi. Hein? Parce que tout ça, ça fait que c'est des enfants qui sont privés de parents. Hein? C'est des enfants pas protégés, c'est des enfants qui se sentent coupables, c'est des enfants qui sont dans une grande solitude et c'est des enfants qui sont jamais aidés parce que les travailleurs sociaux peuvent pas intervenir dans la situation et qu'en plus elles ont même pas pu voir leur avocat accessoirement quand même. Je pense que les deux parents sont également coupables de n'avoir pas protégé leur enfant. Protéger leur enfant, c'est d'une part, effectivement, faire en sorte que cette personne qui est désignée comme agresseur ne soit plus dans l'entourage des enfants, et d'autre part, dénoncer aux autorités compétentes les faits, d'autant qu'il y a déjà un signalement. On le sait, puisqu'il y a un signalement de Bretagne de 2005, et que l'autorité judiciaire, en réalité, a déjà le dossier sous le coude. On sait que la brigade des mineurs est saisie. Liliane et Michel Croulière ont eux aussi pleuré en écoutant leur petite fille, dont ils sont très proches. Ils reprochent à la justice de ne pas avoir su empêcher Michel Pléhy d'agir à sa guise. La Cour va maintenant se pencher sur la personnalité de Stéphane Croulière. C'est l'opportunité pour accusation et partie civile de tenter de remettre le procès sur ses rails en dénonçant la violence et l'impulsivité de Stéphane Croulière. Je préfère la laisser faire dans son sens, oui, donc je préfère pas trop la changer, on en parlera, mais l'élément central, c'est qu'on a en face de nous des gens qui vont contester même que Pléhy fait quoi que ce soit. Donc, on dira ce qu'on va dire sur elle, mais stratégiquement, on est plutôt contre les autres, contre elle. Parce que pour elle, c'est étonnant, si tu veux, il n'y a pas de doute sur ça. Je veux dire, les gens en face, ils écoutent l'histoire, tu vois. Même son mec qu'elle a actuellement, il était au courant. On va dire. D'accord. Personne par étapes, laisse les choses se faire par étapes. Même là aussi, quand il parlait de année 2005, il faut bien préciser que ça commence en 2000. Non, mais de toute façon. 2004, on est d'accord. Je suis d'accord. On va dire. On a Verpi, on va s'en occuper. Mais attention, Verpi, il faut bien mettre déjà moi. Il passe assez bien. Je veux le saluer, il vient de se passer. Donc tu me laisses m'en occuper. Ok. C'est toi, tu racontes les faits qui sont passés, les faits tout en bas. Les règlements de compte, c'est nous. Après, il y a la famille Croulière qui vient, et puis M. Verpi. Après 2 ou 3 témoignages qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous. Il faut vous reconcentrer tout de suite, parce que dès à présent, là, on réattaque en fait sur pratiquement ce sur quoi on a quitté les débats tout à l'heure. Michel Croulière, le père de Stéphane, épouse Liliane au début des années 70. Sébastien naît en 73, Stéphane 3 ans plus tard. Michel quitte alors le domicile conjugal avec Sébastien et divorce. Fait apparemment insolite, il reviendra 17 ans plus tard et réépousera son ex-femme. Son papa est parti, il avait 7 mois, donc mon fils et moi, on s'est toujours protégés, on s'est toujours soutenus, on s'est... T'es là, je suis là. Fusionnel, quoi. Pour moi, je l'avais responsabilisé peut-être un peu trop tôt. C'est comme je me suis retrouvée seule quand j'ai quitté le père de ma fille. Je lui ai dit, bon, maintenant, on se retrouve que nous. Tu vas être le petit homme de la maison. Il avait peut-être que 8 ou 9 ans, donc... Le jeune Stéphane, agité et turbulent, ne brille guère à l'école, où il suit un apprentissage en mécanique automobile. Adolescent, il est rebelle, il boit et il se drogue.
Plus tard, hormis quelques missions d'intérim dans des garages, il n'aura jamais d'emploi stable, préférant bricoler des voitures dans le jardin familial pour pouvoir les revendre. Bon, c'est vrai que bon, il a tendance à s'énerver vite, quoi. Bon, comme tout le monde, dès que ça va pas, quand on vous dit des mots de travers, hein, ça part. Mais bon, moi et Stéphane, bon, on s'est pris 2 fois, comme on dit, un peu la tête. Mais bon, ça s'est toujours arrangé, quoi. Fallait pas trop le chauffer, quoi. Fallait pas trop l'énerver. Parce qu'il était un peu comme sa maman. On nous énerve, on se défend, quoi. On tape pas forcément, mais on se défend, quoi. Et puis, comme on a toujours dit, il faut mieux un coup de poing dans le mur qu'un coup de poing sur la gueule à quelqu'un. Après la séparation de 2001, Croulière et Béatrice se disputent la garde des filles, qui est finalement confiée à la mère. Il adore ses gamines, ça, il y a un point qui est indiscutable. Hein. Stéphane Croulière, moi je l'ai vu qu'une fois avec ses gamines, il n'y a pas de doute, quoi. Je veux dire, il est vraiment dans l'amour. Et probablement justement peut-être ça, dans ce sentiment qu'il s'en est pas s'occuper. Je pense que la personnalité de M. Croulière est tout aussi complexe que celle de Mme Rabillon, et je pense que ces deux-là ne se sont pas rencontrés par hasard. M. Croulière, c'est sûr que c'est quelqu'un qui, dans son fonctionnement quotidien, la violence est présente. Hein. Mais par ailleurs, on ne peut pas dire que M. Croulière, c'est quelqu'un d'abominable. C'est quelqu'un qui est viscéralement attaché à ses enfants, qui vraiment vit pour ça, et je pense que ça, il faut également le prendre en considération. Mais moi, ce qui me fait problème en tant que représentant de la société, c'est sa violence. Hein. Il a déjà été condamné pour ça. C'est complètement quotidien dans son fonctionnement. Le témoignage de son père était vraiment poignant, et ça pose problème. Ouais. Jamais dans sa vie, personne ne peut dire qu'il a frappé sur qui que ce soit. Il a eu des disputes avec avec ses compagnes. Comme on dit, mélange un peu d'alcoolisme qui a commencé, mais une fois au tribunal, donc c'est pas quelqu'un de violent de nature. On essaye peut-être aujourd'hui, et son ex-compagne essaie de dire aujourd'hui, mais rien dans le dossier ne dit qu'il a été violent. Maintenant, il a sûrement trop bu à des moments. C'est pas quelque chose qui en fait un violent. La journée s'achève sur un épisode pénible, mais troublant. C'est la révélation, par un psychiatre auquel Liliane Croulière s'est confiée, d'un terrible secret de famille. Si Michel Croulière a quitté sa femme peu après la naissance de Stéphane, c'est qu'il savait que Liliane était régulièrement violée par son père. Il est revenu au foyer 17 ans plus tard, juste après la mort du vieil homme. Pour les jurés, cet épisode peut en partie éclairer le geste fou de l'accusé. En tuant Pléi, Croulière a-t-il voulu inconsciemment supprimer cette lignée tragique de pères abuseurs? En d'autres termes, a-t-il voulu supprimer ses propres démons? L'audience a pris beaucoup de retard. Au matin de cette 4e journée, la présidente décide de prolonger les débats de 24 heures supplémentaires. La Cour doit encore examiner 4 points clés du dossier avant de donner la parole aux avocats et à l'avocat général. Le premier point clé concerne Stéphane Croulière. Selon sa mère, il était déjà nerveux et inquiet 3 semaines avant les faits. Lui affirme qu'il n'a découvert la vérité que 10 jours avant le crime. Quand il commence à avoir des soupçons, il va la voir. Il va voir Madame Rabillon, si vous voulez. Et elle lui dit non. C'est comme elle qui va le défendre. Non seulement, elle dit même pas, je sais pas. Et même, il lui dit, il faut plus qu'elle aille le voir. Il faut plus, en tous les cas, tu t'engages à ce que nos filles n'aillent plus le voir. 48 heures après, au cours du week-end précédant les faits, Béatrice confie encore pourtant les filles à Pléi pour aller faire des courses, puis ils dorment tous ensemble. Le dimanche matin suivant, l'une des fillettes se confie à son père. Donc, il lui parle le dimanche matin, elle lui a dit « J'ai encore vu Pléi, Michel, moins d'une semaine avant ». Elle lui a encore confié, alors qu'elle ne vit plus avec ce gars-là, alors elle lui donne encore. Elle lui donne, et quand je dis le mot « donne », vous comprenez ce que je veux dire? Dire que lui, il sait quand même, le matin, il comprend de sa fille que non seulement Rabillon n'écoute pas ce qu'il dit, non seulement elle le protège, mais même, moi je dis, dans la procédure, il a demandé, à l'époque, j'étais pas son avocat, hein, mais il a demandé même qu'on soit en réalité dans le proxénétisme, parce qu'en réalité, c'est même plus que de la tolérance. C'est en gros, quand même, je dois de l'argent à ce gars-là, mes filles vont le voir, quand même.
Le deuxième point clé concerne Béatrice Rabillon. Pendant son entretien téléphonique avec Pléy, 24 heures avant le crime, elle menace, pour ne pas payer sa dette, de tout raconter à Croulière. A-t-elle donc sciemment envoyé Pléy à la mort? Pléy demande le remboursement de son argent parce que Madame Rabillon lui dit « Attention, Stéphane commence à se douter des choses, donc les gamines, tu vas plus les avoir. » Et à ce moment-là, Pléy dit « Si c'est comme ça, je vous ai avancé de l'argent. » Il a donné de l'argent à Madame Rabillon, à Verpi, donc probablement Pléy dit « Attendez, moi, en gros, si j'ai plus les gamines, il n'y a plus d'argent. » Béatrice Rabillon apparaît comme celle qui a contribué à ce que les choses arrivent. Alors, elle n'est pas une complice au sens juridique du mot. J'ai réussi à lui faire dire elle se sentait responsable de ce qui était arrivé. Crouillère n'a jamais dit, parce que de toute façon c'est inexact, qu'il aurait reçu un mandat de tuer Pléy à qui elle devait 600 €. Ou qui aurait été l'auteur d'attouchements sur les filles. Elle n'est pas assez forte pour donner ce genre d'instructions. Vous avez bien vu que la plupart de ces instructions, elle les reçoit. Pour la justice, Béatrice Rabillon n'est donc pas complice du crime, encore moins son initiatrice. Pour les jurés, elle n'en porte pas moins une part de responsabilité, au moins morale. Le troisième point clé, c'est la préméditation. Stéphane Croulière a-t-il préparé la mort de Michel Pléy? Non, soutient la défense, qui rappelle que c'est Pléy qui se rend volontairement auprès de Croulière. Oui, rétorque l'accusation, qui estime que Croulière a préparé la machette avant l'arrivée de Pléy. Il n'y a pas de préméditation. Lui maintient que la machette, il la prend parce qu'il sait qu'elle est là à côté, après il va la prendre, mais il n'est pas du tout dans une logique que j'attends ce gars-là, je vais le découper en morceaux, etc. C'est un moment de... Il me dit d'ailleurs, j'aurais eu effectivement probablement un pistolet en face, ça serait terminé avec un coup de pistolet. Je veux dire, c'est pas... D'abord, la situation de la machette, très important, dans le couloir, appuyée contre un mur. Elle n'est pas sur une commode, etc. Bon, elle est préparée. Il y a une chose sur laquelle on peut être sûr, c'est que la machette n'était pas à l'endroit où elle se trouvait habituellement. Elle n'était plus dans la chambre. Alors là, lui, il dit dans le petit meuble, posé, enfin, dont juste une partie du manche dépassée. Elle ne dit pas du tout, elle était bien visible contre le mur. J'ai senti qu'à un moment donné, certes, la préméditation, elle ne remonte pas à 3 mois, 3 ans, mais à un moment donné, je pense qu'en l'espace d'une heure, il a vraiment voulu le tuer, il a organisé ça, ouais, je pense. Le dernier point clé, c'est la raison de la venue de Pléy au Ceriseau. Il sait pourtant que Croulière se doute déjà de quelque chose. Et pourquoi cet homme-là, il est venu là? Pourquoi? Sachant ce qui... Enfin, je sais pas, moi, dans la tête de ce mec-là, qui savait ce qu'il avait fait, qui connaissait un peu la colère de mon fils. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, effectivement, Pléy y va? Pourquoi Pléy téléphone à Stéphane Croulière alors qu'on a dû lui dire qu'il y a des doutes? C'est là que moi je renvoie la responsabilité, je l'ai dit, des institutions. C'est que je suis convaincu que Pléy se dit finalement je vais passer encore à travers, je vais lui dire que non, parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, quand j'ai dit non, on m'a suivi. Il y en a qui disent c'est pas vrai, c'est pas moi, je conteste, ils ne font que ça. Mais lui, il faisait effectivement contester tout le temps, mais se mettait devant quand même son accusateur. Il avait le courage de se confronter, d'essayer d'apporter des arguments, etc. Et d'ailleurs, il va essayer d'en apporter, d'après ce que... Quand c'est des témoignages, ils vont quand même une discussion au départ, voilà, ils prennent un café, ça ne s'est pas envenimé tout de suite. Il va lui dire, bon, mais non, j'ai aucune raison de toucher tes filles, je suis bien dans ma vie, j'ai un nouveau départ, etc. Après 4 longues journées d'audience, dans un climat tendu, les débats sont maintenant clos. La parole est d'abord aux avocats des parties civiles, dont aucun n'épargnera Stéphane Croulière. Puis c'est au tour de l'avocate générale, à qui revient la responsabilité de proposer à la Cour et aux jurés une peine. Enfin viendront les plaidoiries de la défense. L'enjeu de ce procès, c'est la vengeance. Personne n'a le droit de se venger. Voilà, alors c'est sûr que l'avocat de M. Croulière a dit beaucoup de signalements, d'attouchements n'ont pas eu de suite, etc., etc. Il y a eu peut-être une défaillance des services sociaux, peut-être une défaillance des services judiciaires. Mais la régression qu'a représenté ce meurtre est bien plus grande que la défaillance des services judiciaires.
J'ai requis 15 ans et à mon sens, c'était une peine juste qui prend en compte tous les éléments de ce dossier. La sauvagerie d'un geste, mais il y a un mobile, il faut le prendre en compte, et des personnalités. C'est comme la défaillance de tous les systèmes d'alerte et de prévention dans ce dossier. C'est-à-dire qu'aussi bien le ministère public, le parquet, la justice, les services qui étaient concernés, aucun, à mon sens, n'a fait son travail correctement. Alors on peut dire déborder tout ce qu'on veut, mais ils ne l'ont pas fait. Et que, comme le dit M. Crouillère, comme depuis le début, si chacun avait fait son travail, on ne serait pas là. Il a dit, je crois aujourd'hui, un des experts le cite, il dit si les choses s'étaient passées normalement, c'est M. Plady qui serait derrière les barreaux. Et moi, je rajoute, c'est lui qui serait de l'autre côté. C'était plus dur pour Mme Rabillon parce que pour Mme Rabillon, se poser la question, derrière elle, c'est ses enfants. Un père qui est déjà incarcéré, une mère qui est quand même suivie depuis des années par le juge des enfants et à qui on n'a jamais retiré ses enfants. Est-ce que finalement, c'est à la cour d'assises de trancher ça? Finalement, Marie-Pierre Coquel réclamera contre Béatrice Rabillon 1 an de prison ferme. Madame Rabillon, au moment où elle est de sa vie, il faut qu'elle prenne conscience du mal qu'elle a pu faire à ses enfants et d'une nécessaire modification de son comportement très rapide. Donc la détention, c'est peut-être à la fois la pire et la meilleure des solutions pour elle. En cette fin de journée, Liliane Crouillère s'inquiète surtout de la menace de prison ferme qui pèse désormais sur Béatrice Rabillon. Elle en imagine les conséquences pour ses petites filles. C'est-à-dire que comme elle a des enfants, il y aura certainement un aménagement qui sera prononcé, même s'il y a des, s'il y a des réquisitions. Voilà. Si elle se prend les réquisitions, je veux dire. Oui. C'est espérer qu'elle a quand même du sursis à pénaliser. Christian Verpi est effondré. Il n'imaginait pas que Béatrice puisse encourir une peine de prison ferme. Et il le reproche non pas à la justice, mais à la famille Crouillère. Je pétais un peu, non. On fracassé une famille entière. Ça, putain d'enculé de pédophile, c'est permis. Alors, sa famille, je vais la haïr jusqu'à la fin de mes jours. Et ça c'est sur ma tête. Et alors, Crouillère, faut pas qu'il s'adresse et qu'il se passe devant chez moi parce que ça va pas le faire non plus. Il s'en bat les couilles, il prend 15 ans, il a rien à branler. Qu'est-ce qu'il voulait, c'est faire tomber Béatrice, c'est tout. C'est toi qui voulais. Je suis outré. L'audience reprend directement le lendemain sur le délibéré. Réunis autour d'une table, les 3 magistrats et les 9 jurés, 6 femmes et 6 hommes, vont décider du sort judiciaire des 2 accusés. Poursuivi initialement pour meurtre, Stéphane Crouillère encourt au maximum 30 ans de réclusion criminelle. Si la préméditation était retenue contre lui, il risquerait la perpétuité. Béatrice Rabillon encourt une peine maximum de 3 ans de prison ferme. Le délibéré a duré près de 4 heures. L'audience va reprendre pour la lecture du verdict. La Cour et le jury, après en avoir délibéré en commun, condamne à la majorité absolue M. Stéphane Crouillère à la peine de 15 années de réclusion criminelle. Madame Béatrice Rabillon à la peine de 2 années d'emprisonnement. Il sera surtout à l'exécution d'une partie de cette peine, la dite partie étant fixée à 1 an, par décision spéciale des 3 magistrats de la Cour, défère à notre rencontre un mandat de dépôt. Cela signifie, madame, qu'à compter de cet instant, vous allez commencer à purger votre peine. C'est bon. Moi, j'allais enfermer. Je t'écoute.
ça. La cour d'assises de la Seine-et-Marne a condamné Stéphane Croulière à 15 ans de réclusion criminelle et Béatrice Rabillon à 2 ans de prison, dont un an ferme. La décision a été frappée d'appel, d'abord par Stéphane Croulière, puis par le parquet général. Stéphane Croulière et Béatrice Rabillon seront rejugés par une autre cour d'assises. Ils sont toujours présumés innocents.